combattants du Burkina Faso, camarades militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire. Thomas Sankara, charismatique dirigeant révolutionnaire burkinabé surnommé le Che africain, est assassiné en 1987 lors d'un coup d'État mené par son ancien ami et compagnon d'armes Blaise Compaoré. Ce meurtre, qualifié de l'un des plus tristement célèbres de l'histoire africaine moderne, brise le rêve sankariste et pose une question choc. Et si l'Afrique avait changé ce jour-là ? Dans l'histoire de l'Afrique contemporaine, l'assassinat de Sankara est un tournant. Ce jour-là, un jeune président charismatique, adulé par une jeunesse panafricaine, est abattu dans des circonstances troubles. Derrière ce coup fatal, un nom revient sans cesse, Blaise Compaoré. Il proclamera avoir agi pour rectifier les réformes de Sankara. Mais pendant plus de 2 décennies, son régime s'imposera par la force, la manipulation, la diplomatie opaque et une fidélité indéfectible aux intérêts étrangers. Ce documentaire vous plonge au cœur de cette histoire bouleversante, de l'amitié fraternelle à la trahison sanglante, afin de comprendre comment un idéal révolutionnaire a pu être brisé. De l'armée au palais présidentiel, des coulisses de la France-Afrique aux ruelles de Ouagadougou, ce récit retrace 40 années d'influence, de pouvoir, de manipulation et de chute. Dans les années 1970, alors que la Haute-Volta vit encore sous le régime hérité de la colonisation, Thomas Sankara et Blaise Compaoré se croisent dans les cercles militaires. Tous 2 jeunes officiers brillants, formés à la rigueur et aux idéaux de justice, ils se découvrent rapidement une proximité intellectuelle. Sankara, issu d'un milieu modeste, est passionné de musique, de lecture, d'histoire africaine. Il est cultivé, charismatique, anticonformiste. Compaoré, plus réservé, s'impose par sa loyauté et sa discrétion. Une amitié sincère naît entre eux. Dans une armée dominée par les influences étrangères et la hiérarchie post-coloniale, ils se distinguent rapidement. Ils rêvent d'un autre avenir pour leur pays, un avenir sans assistanat ni domination. Ils rejettent l'ordre établi, refusent de se soumettre aux logiques tribales ou clientélistes. Ils parlent d'unité africaine, de justice sociale, de rupture avec les impérialismes. Leurs échanges sont passionnés, parfois utopistes, toujours animés par une foi commune en la dignité africaine. Le 4 août 1983, après des mois de tensions politiques et de mobilisation clandestine, Thomas Sankara prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État organisé avec ses compagnons d'armes, dont Compaoré. Sankara devient président du Conseil national de la Révolution. Il nomme Compaoré numéro 2 du régime, ministre d'État, puis ministre de la Justice. C'est le début d'une révolution radicale. Sankara change le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il lance des réformes sociales de grande ampleur, campagne de vaccination massive, lutte contre la corruption, suppression des privilèges, alphabétisation, indépendance économique. Les structures traditionnelles sont remises en question. Les chefs coutumiers sont priés de rendre des comptes. Les femmes sont appelées à prendre part à la vie politique. Le pays se met en marche. Compaoré, bras droit de Sankara, participe activement à la mise en œuvre des décisions. Il soutient les CDR, Comités de défense de la Révolution, supervise les tribunaux populaires, veille au respect des nouvelles lois. Leur duo incarne une nouvelle ère pour le Burkina. Dans les discours comme dans les actes, on les voit soudés. La complicité est réelle, l'équilibre semble stable. Mais des tensions commencent à naître. À partir de 1985 à 1986, les divergences apparaissent. Sankara veut rompre totalement avec les institutions financières internationales. Il dénonce la dette comme un instrument de domination. Compaoré, n'étant pas trop d'accord avec cela, alerte sur l'isolement croissant du pays. Il craint que le Burkina Faso, en coupant tous ses liens, ne se retrouve seul face aux pressions extérieures. Sankara s'entoure de jeunes militants radicaux, lance des politiques qui heurtent les élites traditionnelles.
Compaoré, en contact discret avec certains cadres militaires, se montre inquiet. Il critique en privé le régime de Sankara, il se rapproche de certains réseaux ivoiriens et français, cultivant un réseau parallèle d'influence. L'amitié cède peu à peu la place à la méfiance. Les alliés d'hier deviennent deux lignes stratégiques opposées. La tragédie est en marche. Le 15 octobre 1987, à Ouagadougou, Thomas Sankara est convoqué à une réunion au Conseil de l'Entente, avec plusieurs de ses ministres. Il ne se doute de rien. À 16 h, des tirs éclatent. Des soldats, dirigés par des hommes proches de Blaise Compaoré, prennent d'assaut le bâtiment. En quelques minutes, Sankara est abattu, ainsi que 12 de ses compagnons. Les corps sont enlevés dans la foulée. Aucun procès, aucune enquête. Le soir même, Blaise Compaoré s'exprime. Il parle d'un accident tragique, d'une rectification nécessaire. Un médecin militaire, placé sous les ordres du nouveau régime, rédige un certificat de décès mentionnant une mort naturelle. La famille de Sankara n'a pas accès au corps. Il est enterré dans une fosse commune, sans cérémonie officielle. Peuple du Burkina Faso, l'accélération de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure telle que la maîtrise par l'homme des faits devient impossible, rendant celui-ci artisan de situations non désirées. Les instants tragiques que nous avons vécus le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples. Dans les heures qui suivent, Compaoré prend le pouvoir. La France et la Côte d'Ivoire reconnaissent immédiatement le nouveau régime. Les communiqués parlent de nécessité diplomatique. Officiellement, Sankara aurait été écarté car il nuisait aux intérêts du pays. Mais la réalité est claire pour de nombreux Burkinabés. La révolution a été trahie de l'intérieur. Dans les jours qui suivent, Compaoré annule les réformes emblématiques de Sankara. Il met fin aux tribunaux populaires, dissout les comités révolutionnaires, revient dans le giron du FMI, rétablit les anciens protocoles diplomatiques. La rupture est totale. En quelques jours, 4 ans de révolution sont effacés. La trahison est consommée. Dans les rues de Ouagadougou, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Sankara est mort. Le choc est immense. Certains ne veulent pas y croire. D'autres s'effondrent. L'homme qui incarnait l'espoir d'un continent a été tué par ceux-là même avec qui il avait lancé la révolution. Le pays est figé par la peur. Les radios sont muettes ou contrôlées. Les médias étrangers reprennent prudemment les versions officielles. Compaoré, dès les premières heures, s'impose comme le nouveau dirigeant. Il convoque les ambassadeurs, rassure les partenaires internationaux, promet une transition responsable et met en place un conseil populaire de rectification. Il affirme que Sankara allait trop loin, trop vite, mettant en danger la cohésion du pays et ses relations diplomatiques. Il se présente comme un sauveur, un modérateur. Mais le peuple n'est pas dupe. Très vite, des murmures circulent. Dans les quartiers populaires, dans les casernes, chez les étudiants, une colère sourde monte. Certains anciens compagnons de Sankara entrent dans la clandestinité. Les funérailles sont interdites. Les témoignages sont étouffés. Les familles sont réduites au silence. Le mythe est né, Sankara est devenu martyr. Pendant des années, l'État burkinabé refusera de reconnaître la responsabilité de Compaoré dans ce meurtre. Aucun monument ne sera érigé. Aucun jour de commémoration ne sera institué. Et pourtant, dans les esprits, le 15 octobre 1987 reste une plaie ouverte. L'élan brisé d'un continent. Dans les mois qui suivent le coup d'État, Compaoré redéfinit totalement la politique étrangère du Burkina Faso. Là où Sankara prônait la rupture avec les puissances coloniales, Compaoré renoue avec la France et les institutions de Bretton Woods. Il restaure les circuits de coopération suspendus. En coulisses, il devient rapidement un homme de réseau, un interlocuteur docile, un atout pour les puissances étrangères en Afrique de l'Ouest. Mais ce retour à l'ordre international cache un jeu plus trouble. Dès le début des années 1990, le nom de Blaise Compaoré apparaît dans plusieurs rapports confidentiels et enquêtes diplomatiques concernant le trafic d'armes
et de diamants en Afrique de l'Ouest. Il est accusé d'avoir soutenu Charles Taylor dans sa guerre au Libéria, en lui fournissant des armes et des combattants en échange de ressources précieuses. Le Libéria devient un bastion de l'instabilité régionale, et Compaoré est perçu comme un facilitateur stratégique. En Sierra Leone, les accusations sont encore plus graves. Le RUF, mouvement rebelle dirigé par Fodé Sanko et soutenu par Taylor, est soupçonné de recevoir une aide logistique et militaire depuis le Burkina Faso. Des mercenaires burkinabés seraient intervenus directement sur le terrain, transportés par des avions affrétés discrètement. En échange, diamants, influence et pouvoir. Un rapport de l'ONU, publié au début des années 2000, cite explicitement le Burkina Faso comme un point névralgique de ce commerce illicite. Compaoré nie toute implication, mais les faits s'accumulent. En Angola, le soutien au mouvement rebelle UNITA en guerre contre le pouvoir central est également évoqué. Des armes, là encore, seraient en partie d'entrepôts militaires burkinabés. Le pays, qui sous Sankara avait juré de rester une force de paix et de souveraineté, devient un acteur ambigu de la géopolitique régionale. Cette duplicité diplomatique n'échappe pas aux populations africaines. Sankara est célébré dans les universités, les ghettos, les banlieues, comme un héros. Compaoré, lui, commence à incarner l'opposé. La soumission aux puissances étrangères, la logique de profit, le calcul stratégique. La colère gronde, mais elle est contenue. L'appareil sécuritaire burkinabé est redoutable. La presse est surveillée, l'opposition muselée. Et la communauté internationale, elle, détourne le regard. En 1999, un événement va tout changer. Cette année-là, le journaliste Norbert Zongo est retrouvé mort dans sa voiture calcinée, avec 3 de ses compagnons. Directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant, il enquêtait sur une affaire sensible, la mort du chauffeur du frère de Blaise Compaoré. L'affaire fait l'effet d'une bombe. Des manifestations éclatent à Ouagadougou. Le peuple réclame justice. Le pouvoir vacille. Mais Blaise Compaoré tient bon. Il promet une enquête, crée une commission. Mais personne ne sera condamné. L'impunité est totale. Et les relations avec la France, loin d'être altérées, se renforcent. Depuis les années 1990, Compaoré est devenu un partenaire de choix pour Paris. Il joue le rôle de médiateur dans plusieurs conflits régionaux. Côte d'Ivoire, Togo, Mali. Il organise des sommets, accueille des délégations, reçoit les chefs d'État étrangers. Il est perçu comme un homme de stabilité, capable de contenir les crises et de défendre les intérêts occidentaux. Les entreprises françaises, elles aussi, trouvent en lui un allié. Bolloré, Total, Areva bénéficient d'un environnement sécurisé et prévisible. Le Burkina devient un pôle stratégique dans le dispositif régional. Des bases militaires françaises sont discrètement installées. Et Washington, dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme au Sahel, renforce également ses liens avec Ouagadougou. Compaoré est présenté dans les chancelleries comme un gendarme fiable, un homme de compromis. Il est décoré, invité, célébré. La mémoire de Sankara, elle, est toujours bannie. Aucun discours officiel ne le mentionne. Ses proches sont surveillés, ses partisans écartés. Le régime a tout verrouillé. Mais en coulisses, la jeunesse gronde. Les syndicats, les étudiants, les anciens compagnons de Sankara se regroupent. Les réseaux sociaux, qui émergent dans les années 2000, relaient les discours oubliés, les vidéos interdites, les hommages clandestins. Une génération nouvelle découvre Sankara. Elle comprend. Elle se prépare. L'heure de la rupture approche. Alors que Compaoré s'affirme comme une figure incontournable des relations internationales en Afrique de l'Ouest, son image à l'intérieur du Burkina Faso se fissure. Derrière les grands discours diplomatiques, le peuple burkinabé ressent de plus en plus les contradictions d'un régime qui s'est construit sur une trahison. À chaque sommet international où il est encensé, les jeunes burkinabés se souviennent qu'aucune vérité n'a été faite sur l'assassinat de Sankara. Dans les rues de Ouagadougou, le nom de Sankara devient un mot de ralliement. Des fresques murales apparaissent, clandestines. Des associations étudiantes reprennent ses discours.
Une mémoire parallèle se forme, en opposition à la propagande officielle. La fracture est profonde. Compaoré gouverne, mais ne parvient plus à gouverner les cœurs. À l'international pourtant, il continue d'être utile. En 2007, il joue un rôle central dans l'accord de Ouagadougou entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. Il se positionne comme médiateur au Mali, au Togo, parfois même au Niger. Il reçoit des félicitations de l'Union africaine, de l'ONU, de l'Élysée. Mais cette diplomatie est un masque. Car derrière la façade, le régime se durcit. Les services de renseignement se renforcent, les médias critiques sont harcelés, les opposants exilés. Le parti présidentiel contrôle toutes les institutions. Et Compaoré prépare déjà une réforme constitutionnelle pour rester au pouvoir indéfiniment. Le vernis commence à craquer. L'année 2014 marquera le point de rupture. Au début de l'année 2014, des rumeurs circulent. Blaise Compaoré envisagerait de modifier l'article 37 de la Constitution pour briguer un nouveau mandat. L'annonce officielle tombe à l'automne. Une immense vague d'indignation secoue le pays. Les rues de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou s'emplissent de manifestants. Les jeunes, les syndicats, les partis d'opposition, les anciens camarades de Sankara, tous se lèvent d'une seule voix. Le slogan devient viral. Blaise dégage. Le 30 octobre, la tension atteint son paroxysme. Le Parlement est incendié. Les forces de sécurité sont débordées. Le régime chancelle. Compaoré tente une allocution à la télévision. Il promet le dialogue, propose un gouvernement de transition. Mais il est trop tard. Le 31 octobre, au matin, il signe sa démission. Escorté par des militaires français, il quitte le pays en convoi blindé. Direction, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Compaoré est accueilli par le président Alassane Ouattara. Rapidement, il obtient la nationalité ivoirienne. Il s'installe à Grand-Bassam, dans une villa sécurisée. Le Burkina, désormais dirigé par une transition civile, lance un mandat d'arrêt international contre lui. En 2015, le gouvernement burkinabé demande officiellement son extradition. Mais la Côte d'Ivoire refuse, invoquant sa nouvelle nationalité. Compaoré vit reclus, donne peu d'interviews, refuse les convocations judiciaires. Mais les pressions s'accumulent. En 2022, après des années d'enquête, le tribunal militaire de Ouagadougou rend son verdict. Compaoré est reconnu coupable de complicité d'assassinat dans l'affaire Sankara. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une condamnation historique, mais sans prison. Compaoré ne répond pas. Il ne revient pas. Il reste à l'écart, silencieux. Sa chute est actée. Mais sa présence fantomatique continue de hanter le Burkina Faso. Aujourd'hui encore, le nom de Blaise Compaoré divise. Certains lui reconnaissent une certaine stabilité, une diplomatie habile, des infrastructures. Mais pour beaucoup, il restera l'homme qui a trahi la révolution, tué son frère d'armes et vendu le pays aux puissances étrangères. À l'opposé, le nom de Sankara est désormais célébré. Statues, rues, places publiques. À Ouagadougou, un mémorial lui est dédié. Dans les écoles, ses discours sont étudiés. Dans les manifestations, sa photo est brandie. La jeunesse en particulier le voit comme un modèle. Il incarne l'intégrité, le courage, la vision. Sankara est plus vivant que jamais. La condamnation de Compaoré en 2022 est perçue comme un tournant. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain est reconnu coupable du meurtre d'un autre président révolutionnaire. Un acte politique, un signal. Mais l'impunité demeure. Compaoré est toujours libre. Le peuple burkinabé, lui, continue de lutter pour la vérité. Après 8 ans d'exil, Blaise Compaoré refait brièvement parler de lui en 2022-2023. En juillet 2022, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, tente une opération de réconciliation. Il invite Blaise Compaoré à revenir au Burkina Faso pour une rencontre symbolique entre anciens chefs d'État. Le retour de Compaoré, sous haute protection, provoque une onde de choc. Certains y voient une gifle à la justice burkinabé, d'autres un pas vers la paix.
mais l'émotion est forte. Des familles de victimes, notamment celle de Thomas Sankara, dénoncent un retour sans repentance, sans aveu, sans justice. Mais cette opération de réconciliation ne se passe pas comme prévu, car le président Kaboré, à qui Damiba a fait coup d'État quelques mois auparavant, était abonné aux absents. Quant à Blaise Compaoré, il lit une déclaration expéditive, sans émotion, sans responsabilité assumée, puis retourne en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba lui-même sera renversé quelques mois plus tard par un autre coup d'État, comme si une malédiction s'abattait sur tous ceux qui s'approcheraient à Blaise Compaoré. Ce que l'histoire de Blaise Compaoré révèle dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Elle incarne un mal plus profond, celui des révolutions avortées, des rêves brisés par l'intérieur, des systèmes trahis par ceux qui devaient les incarner. Dans les années 1980, Sankara parlait déjà d'unité régionale, d'une monnaie commune africaine, de souveraineté culturelle. Il parlait d'écologie avant l'heure, de dignité, de femmes libres, d'éducation populaire. Ce sont ces idées-là que Compaoré a piétinées. En prenant le pouvoir sur le corps de son frère, il n'a pas seulement commis un meurtre politique. Il a figé une trajectoire collective. Le monde entier aurait pu observer l'expérience d'un pays africain debout. Au lieu de cela, il a assisté à une restauration brutale de l'ordre post-colonial. Le modèle Compaoré est une matrice. Pouvoir long, fermeture politique, usage discret de la force et silence médiatique. Ce modèle a été copié, soutenu, parfois exporté ailleurs. Il fonctionne sur une promesse, celle de la stabilité contre la vérité. Mais l'histoire a montré que la stabilité sans justice finit toujours par imploser. 30 ans après sa mort, Thomas Sankara inspire encore. Des écoles portent son nom. Des musiciens reprennent ses discours. Des mouvements sociaux à Kinshasa, Dakar, Bamako l'invoquent dans leurs marches. En Amérique latine, en Asie, en Europe, il est étudié comme un penseur politique majeur. Compaoré, lui, reste muet. Depuis son exil en Côte d'Ivoire, il n'a jamais répondu à la justice de son pays. Il n'a jamais formulé d'excuses directes. L'écart est immense. L'un, mort à 37 ans, est devenu un symbole planétaire. L'autre, vivant, est devenu un fantôme politique. Les leçons sont là, évidentes, douloureuses. Ce n'est pas la durée au pouvoir qui forge une légende, c'est le courage de dire non. C'est la fidélité aux idéaux. C'est l'intégrité face à la tentation. Le procès de 2022 n'a pas tout réglé. La vérité historique reste morcelée. Les complicités étrangères n'ont pas été explorées jusqu'au bout. Les archives françaises sur l'assassinat de Sankara ne sont toujours pas totalement ouvertes. La justice internationale reste silencieuse. Et au Burkina, malgré les avancées, les défis restent immenses. Le nom de Blaise Compaoré restera dans l'histoire. Non comme celui d'un bâtisseur, mais comme celui d'un avertissement. Un rappel que l'on ne tue pas impunément l'espérance, que toute trahison, même maquillée, finit par être dévoilée, et que ceux qui gouvernent sur les ruines du rêve paient tôt ou tard le prix du mensonge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer sur nos vidéos sur les figures politiques africaines.